News. De retour des États-Unis et de la France, le Premier ministre a été triomphalement accueilli par la population. Paris réplique avec indignation aux propos du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga devant les Nations Unies le week-end dernier. Élément à suivre. Ouverture du Forum des humanités africaines FHA à Bamako. Cette première édition qui a débuté ce 28 septembre devrait se poursuivre jusqu'au 30 septembre. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Evening News. De retour des États-Unis et de la France, le Premier ministre a été triomphalement accueilli par la population. Après cet accueil, il a été reçu par le président de la transition. Il a également accordé une interview à sa sortie d'audience avec le président. Il est au micro de notre reporter Moussa Tembini. La volonté du peuple malien d'exercer sa liberté d'État souverain dans ses prérogatives en matière de défense et de sécurité. Cette voie souveraine du Mali, en quête d'autonomie et d'indépendance en matière de sécurité et de défense, a été entendue aux quatre coins du monde. A-t-elle été comprise? Nous l'espérons. Au lendemain de cette intervention, je souhaite que mes compatriotes, toute obédience politique, religieuse, régionale, ethnique, confondue, soient davantage soudés et se tiennent debout comme un seul homme pour faire front aux défis sécuritaires qui assaillent notre pays. Dans son allocution devant les Nations Unies samedi dernier, le Premier ministre malien de la transition a accusé la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol, des propos contre lesquels le gouvernement français a riposté avec ténacité. Abdoulaye Koniba Konaté, Aminata Chektal. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali. Ces propos du Dr Shogel Kokala Maïga n'ont visiblement pas été digérés par le gouvernement français. La ministre des Armées, Florence Parly, s'indigne contre ce discours du Premier ministre malien qui, selon elle, est plein beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi et beaucoup d'indécence. Comme argument, le gouvernement français rappelle que ces propos du Dr Shogel Kokala Maïga ont été tenus le lendemain de la mort du 52e militaire français dans le Sahel, un soldat français déployé dans le cadre de la force Barkhane. De ce fait, l'allocution du chef du gouvernement malien revient à dire, je cite, « s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français ». Fin de citation. Par ailleurs, le gouvernement français a tenu à préciser que la transformation de leur dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale. Et il est faux d'affirmer le contraire, ajoute-t-elle. En outre, la ministre française des Armées définit l'objectif du recours du Mali à la société Wagner comme un moyen de ne pas tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale. Pour elle, la date annoncée pour la fin de la transition ne convient pas parfaitement aux autorités et elles ont envie, selon Florence Parly, de faire durer la chose. De ce fait, la France a réitéré devant les Nations Unies son appel à l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 27 février au Mali. Pour renforcer la capacité des techniciens dans le cadre de la conception des cartes d'inondation et de sécheresse, un deuxième atelier national est organisé à Bamako. Cette initiative concerne précisément le bassin de la Volta. Il se tiendra durant 4 jours. Arona Saliakone pour le compte-rendu. Les inondations et la sécheresse. Ces phénomènes météorologiques sont devenus fréquents à cause des changements climatiques. Pour minimiser les conséquences de ces phénomènes,
La capacité des techniciens est renforcée pour produire des cartes des risques d'inondation et de sécheresse. Il faut connaître où sont ces risques, où sont positionnés les risques par rapport à tel système, par rapport à tel élément, à tel niveau donc, du bassin de la Volta ou de la portion nationale du Mali. Le risque est plus sévère, le risque existe en tout cas de façon. La dite carte constitue des données répertoriées des cas précédents d'inondation et de sécheresse. Les prévisions pluviométriques et des écoulements qui va nous permettre quand même en fonction de l'intensité, sinon de la catégorie de ces différents aléas, de prendre des mesures préventives. Les organisateurs de cet atelier précisent que le résultat de leurs travaux, c'est-à-dire la conception de la carte, constitue un outil de décision des autorités. Celles-ci doivent œuvrer de telle sorte que les conséquences des sécheresses et des inondations soient minimisées. Bamako abrite du 28 au 30 septembre la première édition du Forum sur les humanités africaines FHA, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec l'UNESCO. Le thème de cette première édition est « Langue et culture africaine, socle des humanités africaines ». El Hadj Malik Guiteye. C'est parti pour les travaux de la première édition du Forum des humanités africaines, avec comme objectif refonder les humanités en Afrique, dans la diaspora et partout dans le monde, dans la perspective de développer et de promouvoir les humanités africaines. Plus de 70 chercheurs et universitaires venus des 5 régions d'Afrique vont se pencher pendant 3 jours sur plusieurs thématiques concernant la revalorisation des systèmes de savoir traditionnels en Afrique. Il importe d'envisager des stratégies de refondation des approches concernant les langues, les patrimoines et les cultures africaines, la finalité étant d'en assurer la réappropriation intellectuelle, la réhabilitation conséquente et la mise en valeur, afin qu'elle puisse susciter des convergences fécondantes. Ainsi, plusieurs problématiques liées aux langues, culture, histoire et savoir endogènes, ainsi que celles de la jeunesse et des femmes, ont été identifiés par le comité scientifique mis en place dans le cadre de ce forum. Les conclusions de ces travaux devront permettre aux autorités africaines de faire face aux multiples crises qui sévissent dans le continent. Il s'agit de trouver, d'élaborer et de mettre à la disposition des décideurs des solutions endogènes aux crises pour permettre l'émergence de sociétés paisibles et inclusives qui œuvrent pour le développement durable du continent. Cette initiative vient à point nommé pour le Mali, qui est en période de refondation. Le colonel Sadio Kamara, en qualité de représentant du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, assure que le gouvernement malien prendra en compte les recommandations de ce forum. Il prendra en compte les réflexions de haut niveau qui se feront ici, dans le processus de la refondation de l'État. Nous avons toujours besoin des lumières des hommes de science et des intellectuels pour nous ressourcer et trouver le chemin de la paix et de la réconciliation nationale. Le Forum des humanités africaines est né des recommandations de la Conférence des humanités africaines tenue à Bamako en 2017. Il est donc le forum fondateur et sera institutionnalisé tous les 2 ans. Pour rappel, ce forum est organisé grâce au partenariat du gouvernement malien avec le Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest de l'UNESCO, le Conseil pour le développement de la richesse en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, l'Académie africaine des langues, ACALAN, entre autres. Encore au sujet du Premier ministre, après son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, la coordination des mouvements de l'Azawad Sema a réagi par rapport aux propos du Dr Shogel Kokala Maïga. Adama Sanogo nous en dit plus. Lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies tenue du 21 au 27 septembre 2021 à New York, le Premier ministre malien Dr Shogel Kokala Maïga a touché du doigt toutes les difficultés dont souffre le Mali, notamment l'insécurité grandissante. En effet, dans son discours, le Premier ministre de la Transition a réaffirmé que la stabilisation du Mali passe aussi par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger.
En outre, il a ajouté que c'est d'ailleurs une raison pour le gouvernement et les mouvements signataires, ainsi que ceux de l'inclusivité, de poursuivre cette mise en œuvre dans un esprit de confiance et de responsabilité au sein d'un cadre dit intermalien pour la mise en œuvre de l'accord. Toutefois, le Premier ministre n'a pas manqué de pointer du doigt des lenteurs au niveau de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, sans quoi la question du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR aurait été effective. Après cette sortie, la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, a réagi face à ces propos. Selon elle, le motif est de clarifier certains points concernant l'accord d'Alger et sa mise en œuvre. La SEMA ne s'oppose nullement au principe de DDR qui demeure d'un caractère politique et volontaire, mais reste attaché aux engagements inscrits dans la dernière feuille de route de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé avec les autorités de transition le 18 décembre 2020. A-t-elle noté le lendemain, en réaction au discours du Premier ministre de la Transition, la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA. Pour rappel, cette feuille de route validée par la 42e session du comité de suivi de l'accord tenue le 11 février 2021 à Kidal recommandait entre autres des précisions sur le concept force de défense et de sécurité reconstituée. La question des quotas, elle indiquait également le démarrage du processus de DDR global des combattants de mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et d'intégration dans les corps constitués de l'État, y compris les forces armées de défense et de sécurité. La nouvelle situation née de la fin de l'opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, tels étaient en substance les propos tenus par le docteur Shogel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Il qualifiait ainsi le retrait annoncé de la force française Barkhane. Face à ces accusations, la France n'a pas tardé à réagir. Elle a riposté à travers le ministre des Affaires étrangères et celui des Armées, Florence Parly. À cet effet, nous avons rencontré Banlan Diakité, politologue et chercheur. Il nous a donné ses impressions sur les propos du Premier ministre et les accusations de Paris. Il est au micro de Aïssata Traoré et de Adama Sanogo. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, quand il dit, il parle d'abandon en plein vol, je pense certainement qu'il fait référence au changement de stratégie opéré par la France ces derniers temps au Sahel. Et donc, compte tenu de cela, Shogel, il en déduit effectivement qu'il y a eu un abandon de la France. Effectivement, pour des partenaires qui sont liés par un contrat ou par une convention au plan international, il est recommandé à ce que, effectivement, toute modification ou tout changement de stratégie de la part d'un allié puisse faire l'objet d'un consensus entre les autres parties qui sont liées par le contrat. Ce qui n'a pas été le cas pour le retrait de la France ou de la suspension de ces opérations conjointes avec les forces armées du Mali. Mais encore une fois, il y a des conséquences peut-être qu'il faut entrevoir. S'il y a retrait de la France au Mali aujourd'hui, est-ce que nos forces peuvent suffisamment assurer la sécurité? S'il y a retrait de la France aujourd'hui avec l'arrivée d'un autre allié, le temps que cet allié puisse s'adapter au terrain, est-ce que ça ne va pas prendre encore du temps? Donc il y a toutes ces questions qui sont là au fond, qui ne sont pas abordées par le Premier ministre. Son discours a été un discours fort, mais quelque part, du point de vue technique et pratique, ça a été marqué par certaines limites. Dans la suite de cette intervention devant l'ONU, le Premier ministre de la Transition a également plaidé pour la prorogation du délai de la transition. Un avis non partagé par plusieurs regroupements de partis politiques et organisations de la société civile qui s'y opposent donc. Suivons le récit avec Oumou Makalou. Depuis quelques semaines, des voix réclament la prolongation du délai de la transition. Et de plus en plus, les autorités de la transition s'inscrivent dans cette dynamique. Ainsi, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a plaidé pour la prolongation du délai de la transition.
C'est pourquoi des partis et regroupements politiques du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali ne cessent de croiser le fer avec les autorités en charge de la transition. L'ancien ministre président d'honneur du parti, Moussa Mara, a mis à profit ses conservations citoyennes de l'Observation citoyenne pour la gouvernance et la sécurité au CGS pour dénoncer cette prolongation. À cette occasion, il a laissé entendre ceci. On dit que les conditions sécuritaires ne permettent pas, donc on ne peut pas organiser des élections. Il faut prolonger la transition. Sauf qu'en le disant, il n'assure pas que si on prolonge de quelques mois, est-ce que les conditions seront encore meilleures? Je pense qu'aujourd'hui, personne, à commencer par les autorités de la transition, ne peut donner cette garantie. Personne ne peut dire qu'en 3, 6 mois ou quelques semaines, ça va être mieux après. Donc, il s'agit de se poser la question dans les conditions sécuritaires difficiles actuellement, qu'est-ce qui pourrait être fait? A dénoncé l'ancien Premier ministre. Selon lui, ce sont les citoyens qui votent. Il a précisé qu'au regard de la répartition des électeurs sur le territoire, aujourd'hui, on peut organiser des élections permettant à 80% au moins des électeurs de voter. Pour M. Moussa Mara, il faut que les acteurs politiques, les autorités et la société civile puissent déterminer les bases d'un consensus minimal nous permettant d'aller aux élections et là où on pourra le faire. En attendant cette prolongation ou pas, le sujet divise et continue de faire couler beaucoup d'encre. Et maintenant, l'image du jour, le stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre est la principale enceinte sportive de Guinée. Il est situé à Conakry et a une capacité estimée à 25 000 places. Construit au début des années 60, le stade du 28 septembre accueille les rencontres internationales de l'équipe nationale de football. C'est le seul stade de cette envergure en Guinée. Il est donc également partagé entre plusieurs clubs de la capitale. La dénomination du stade fait référence à la date du référendum de la consultation du 28 septembre 1958, date du référendum sur la communauté française rejetée par la Guinée et qui mena à son indépendance. Le 28 septembre 2009, soit 51 ans jour pour jour après, le référendum déterminant le nom du stade, un meeting politique organisé par le Forum des forces vives de Guinée tourne au bain de sang. Des centaines de personnes sont tuées par des membres de l'armée. Les femmes sont spécifiquement prises pour cible par les soldats guinéens qui commettent de nombreux viols publics et d'autres violences sexuelles. D'après l'ONG Human Rights Watch, les forces de sécurité sont impliquées dans le viol d'une centaine de femmes participant à cette manifestation pacifique. 12 ans après, toujours en quête de justice, les victimes en appellent aux nouvelles autorités guinéennes. Et maintenant, voici l'actualité hors de nos frontières avec Fanta Diarra. Ce n'est pas facile de traverser autant de pays pour atteindre son but, déclare Francisco, un migrant haïtien, mais rien qui ne peut entamer sa motivation alors qu'il s'apprête à pénétrer dans la jungle du Darien en direction de la frontière colombienne vers le Panama et de poursuivre son voyage vers les États-Unis. On est tous motivés, on ressent la peur un instant, une minute, une demi-heure, puis elle disparaît. La motivation revient parce que vous savez que vous voulez le faire dans un but précis, c'est-à-dire aller aux États-Unis. Un enfant de 12 ans à peine a un sac sur l'épaule et de grosses gouttes de sueur sur le visage. À chaque pas, il manque de trébucher sur les chemins boueux qui serpentent dans la montagne sous une végétation épaisse. Mais il ne se plaint pas. L'air grave et silencieux, pour ne pas être un poids pour ses parents et son petit frère. Comme plusieurs dizaines d'autres migrants haïtiens à la poursuite du rêve américain, la famille entame la traversée de la forêt hostile du Darien, à la frontière entre la Colombie et le Panama. Depuis le début de l'année, quelques 70 000 personnes ont effectué le parcours. Selon les autorités panaméennes, quelques 19 000 autres attendent dans le port colombien de Necoclí pour entamer la traversée de la forêt. Le sommet de la montagne ne sera pas un relâchement pour les marcheurs. C'est là que prend fin l'arrangement avec les guides colombiens qui régissent le trafic de migrants par les autorités panaméennes s'ils franchissent la frontière. Des policiers anti-émeutes à La Paz
Le siège du gouvernement bolivien lance des gaz lacrymogènes contre des cultivateurs de coca qui font exploser de la dynamite lors de leur 3e tentative de prise de contrôle du marché de la coca. Après un groupe rival soutenu par le gouvernement en ait pris le contrôle par la force. Nous revendiquons notre droit légitime. Il est à nous. Nos parents et nos grands-parents se sont battus pour cela. Ils ont fait des sacrifices pour cela. Ce gouvernement du tyran de gauche, Luis Arce, est un tyran. Justina Nina, une cultivatrice de coca, s'exprime en hurlant sur la police. C'est le fruit de notre dur labeur. Nos parents nous l'ont laissé. Vous ne pouvez pas en profiter comme ça. Ils jettent du gaz lacrymogène dans nos maisons. Nos bébés sont en train de s'évanouir à l'intérieur. Nous devons remplir nos maisons de fumée, allumer des feux à l'intérieur de nos maisons pour enlever les gaz lacrymogènes. Quel est le problème avec le gouvernement? Et c'est aussi ici que s'achève ce Joliba Evening News, chers téléspectateurs. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.